Un règne de terreur s'achève. Un mystère commence. Alors que les troupes soviétiques déferlent sur Berlin, Adolf Hitler se donne la mort. Peut-être. Le problème, c'est que personne n'avait vu le corps. Hitler aurait-il filé entre les doigts de l'armée rouge pour s'échapper au dernier moment? C'est ce qu'affirme le dirigeant soviétique Joseph Staline. Il pensait qu'Hitler était vivant. Sinon, comment aurait-il disparu aussi complètement? Nous allons examiner les faits derrière la légende. Ce sont sans aucun doute les dents d'Hitler. Et percer le secret de la fin mystérieuse d'Adolf Hitler. Avril 1945. La guerre la plus meurtrière de l'histoire touche à sa fin. La défaite de l'Allemagne nazie est certaine. Mais une question demeure. Quel va être le sort d'Adolf Hitler, l'homme qui a tout déclenché? À cause de lui, un continent est en ruine et des dizaines de millions de personnes sont mortes. Pour un monde traumatisé, cette campagne de destruction sans précédent mérite une seule punition. La mort. Mais beaucoup craignent qu'il parvienne à se sauver. Déjà, la presse fait état de sosie, qui prendrait sa place pour lui permettre de fuir. D'autres avertissent que s'il reste en vie, il formera une nouvelle génération qui accomplira ce que lui-même n'a pas pu faire, conquérir l'Europe. Les gens avaient peur que la guerre continue. Ils ne voulaient surtout pas qu'Hitler disparaisse dans la nature. Rien n'était fini tant qu'on n'était pas absolument certain de sa mort. Ces craintes ne sont que le début. Le mystère continuera à planer sur son sort longtemps après la fin de la guerre. Les récits des témoins et les preuves médico-légales vont rester enfouis pendant un demi-siècle, alors que des rumeurs courent sur la présence d'Hitler aux quatre coins du globe. Certaines provenaient de Madrid, où l'on disait que d'immenses sous-marins attendaient dans le nord pour permettre au gouvernement nazi de s'échapper. Il allait au Japon, un allié de l'Allemagne. Non seulement les gros bonnets nazis, y compris Hitler, s'étaient enfuis en Argentine, mais de là, ils avaient établi une base sous-marine secrète en Antarctique. Ces rumeurs sèment la zizanie parmi les vainqueurs, qui s'accusent mutuellement de cacher le dictateur. Des dizaines d'années plus tard, les néo-nazis se raccrochent à ces histoires comme preuve de l'invincibilité d'Hitler. A-t-il vraiment pu s'échapper? Que lui est-il réellement arrivé à la fin de la guerre? L'énigme commence à Berlin. Avril 1945. Pour Hitler, les possibilités de fuir s'amenuisent rapidement. Depuis des mois, les Alliés contrôlent l'espace aérien allemand, faisant des déplacements en avion une entreprise mortelle. Les bombardements ininterrompus ont transformé Berlin en un champ de ruines et rendu une fuite en voiture très difficile. L'armée rouge se rapproche et personne n'est plus désireux de capturer Hitler que Joseph Staline. Il ne fait aucun doute que Staline et les Soviétiques voulaient prendre Berlin. Pour Staline, s'emparer de la ville, et surtout d'Hitler, le porterait à l'apogée de son immense pouvoir. Staline était fasciné par Hitler jusqu'à l'obsession. Il aurait presque voulu l'exhiber enchaîné ou en cage dans les rues de Moscou. Les généraux de Staline préparent un plan de bataille pour s'assurer qu'eux et eux seuls prendront Berlin et, espèrent-ils, Hitler.
Au lieu de faire marche vers l'ouest et de permettre aux Américains d'attaquer de l'autre côté, les Soviétiques vont encercler la ville. L'homme qu'ils traquent ne se laissera pas capturer facilement. Hitler est convaincu que son pays l'a trahi en perdant la guerre et il est bien décidé à ne pas tomber entre les mains de Staline. Il ordonne à ses hommes de combattre jusqu'à la mort. Il n'a jamais envisagé une reddition. C'était un joueur compulsif et il était prêt à engager ses dernières forces pour essayer de gagner. Les Soviétiques entrent dans Berlin. Ils sont 10 fois plus nombreux que les défenseurs. Pourtant, ils sont obligés de conquérir la ville rue par rue, maison par maison. L'officier SS Rochus Mich, 27 ans, a la chance d'être fait prisonnier alors que le chaos est tel que les hommes d'un même bord s'entretuent. Devant nous, de l'autre côté de la rue, il y avait des soviétiques. Et je les ai vus se tirer dessus mutuellement. Quiconque se trouvait dans la rue était abattu. Enfin, le 2 mai, après 17 jours de combat, la dernière garnison se rend. Les radios du monde entier annoncent la nouvelle. Berlin has fallen. Marshal Stalin has just announced the complete capture of the capital of Germany. Mais où se trouve celui par qui tout est arrivé? Les premiers comptes rendus affirment qu'il est mort. Just about an hour and a quarter ago, the German radio said that Hitler had died fighting with his men against the Russians at his command post in Berlin. Est-ce vraiment la fin du Führer? Presque immédiatement, des rapports contradictoires réduisent à néant les espoirs du monde. Les journaux soviétiques démentent qu'Hitler soit mort en combattant et déclarent qu'il s'est suicidé. Les Américains, eux, affirment qu'il était malade. There are some reports that Hitler died as the result of a stroke suffered several days ago. There are other reports that Hitler was not in Berlin at all, that he's been hiding out and that he may still be alive, that the German story of his death is only a ruse to permit him to escape. Une seule chose peut résoudre le mystère, le cadavre d'Hitler. Mais les jours passent et les Soviétiques ne produisent aucun corps. 6 jours après la fin des combats, l'Allemagne capitule officiellement. Le monde entier fête l'événement. L'armée rouge n'a toujours présenté ni prisonniers, ni cadavres, ni preuves tangibles de la mort d'Hitler. Puis les Soviétiques convoquent les caméras près du quartier général d'Hitler. Mais une fois encore, les espoirs s'effondrent. Their doctors came to the conclusion that it was what they call a bad double of Hitler and not Hitler himself. If that is so, then all trace of him has disappeared. Cet incident ne fait que renforcer les soupçons selon lesquels il ne serait pas mort et que l'inconnu n'est qu'un leurre qui lui a permis de se sauver. Un mois après la capitulation de l'Allemagne, les Soviétiques font enfin une déclaration qui stupéfie le monde entier. Le chef d'état-major Georgi Yukov annonce que ses hommes n'ont trouvé nulle trace d'Hitler. Le dictateur aurait pu fuir en avion au dernier moment. De plus, Yukov affirme qu'il s'est marié avant de disparaître. Le public apprend pour la première fois l'existence d'Eva Braun. Il y avait une véritable conspiration du silence. Seuls quelques proches d'Hitler dans son entourage immédiat étaient au courant de leur relation. Il avait toujours mis en avant le fait qu'il sacrifiait sa vie, qu'il n'appartenait qu'à l'Allemagne. L'idée que le Führer s'était marié était presque inimaginable. Cette révélation porte à leur comble les rumeurs de fuite. Pour beaucoup de gens, le mariage ne peut pas être le dernier acte d'un homme condamné. Les doutes se propagent jusque dans les plus hautes sphères du gouvernement des États-Unis.
le général américain Dwight Eisenhower, peu après avoir rencontré Zhukov à Berlin, déclare à un journaliste qu'Hitler est peut-être vivant. La situation était très confuse. Les Alliés ignoraient où il était et ne savaient quoi penser. Le monde entier a l'impression qu'un horrible cauchemar est devenu réalité. L'un des pires criminels de l'histoire s'est enfui au nez et à la barbe des soviétiques. La disparition d'Hitler en mai 1945 déclenche une gigantesque chasse à l'homme et soulève la crainte qu'il puisse réapparaître pour semer de nouveau la terreur. Mais une partie de l'énigme consiste à savoir comment l'homme le plus recherché du monde serait parvenu à fuir. Quand aurait-il pu s'éclipser ? Le 20 avril 1945, 12 jours avant la chute de Berlin, des témoins le voient dans la ville. C'est son 56e anniversaire. Dans le jardin au-dessus de son bunker, il salue des garçons qui luttent contre l'armée rouge. Ces dernières images du dictateur au bord de la chute montrent aussi qu'il poursuit son œuvre de destruction. Ces adolescents ne sont pas des volontaires. Dans un dernier décret, les nazis ont ordonné à tous les Berlinois de défendre la capitale. Mais ceux qui sont en âge de se battre sont déjà sur le front ou morts. L'ordre condamne donc des milliers d'hommes âgés et d'enfants à une mort certaine. Par une autre décision impitoyable, Hitler a refusé d'évacuer les femmes et les enfants. Il était inflexible. L'idée de prendre soin de la population civile ne l'avait pas effleuré une seconde. Des millions de Berlinois se réfugient sous les rues de la ville. Explorateur du sous-sol de Berlin, Dietmar Arnold explique comment survivaient ces gens désespérés. Il y avait entre 60 et 80 personnes dans cette pièce. Surtout des femmes avec enfants et des personnes âgées. Cinq douzaines de personnes entassées dans une pièce qui ne peut en accueillir que 20. Sans nourriture, sans électricité, sans eau courante. Les mères devaient sortir dans la rue chercher de l'eau aux pompes. Bien souvent, elles ne revenaient pas. Où se trouve Hitler alors que le chaos s'empare de la ville? Terré dans son bunker, un dédale en béton armé à plus de 10 mètres sous terre au cœur de la capitale allemande? En avril 1945, il y vit déjà depuis des mois, tandis que ses apparitions publiques se sont faites de plus en plus rares. Alors que les soviétiques approchent, il possède déjà l'élément dont il a le plus besoin pour réussir à s'échapper, l'invisibilité. Si Hitler a l'occasion de fuir, il lui faut aussi un moyen de passer à travers les mailles du filet. Ce n'est pas un problème non plus. Contrairement aux millions de Berlinois pris au piège, ces hommes et lui disposent de tanks, d'avions et même de sous-marins. Et beaucoup n'hésiteront pas à s'en servir. Pratiquement jusqu'à la dernière seconde, il lui était théoriquement possible de quitter la ville. Les responsables nazis retrouvent Hitler à Berlin pour son anniversaire. Hermann Göring, chef de l'aviation, Heinrich Himmler, chef des SS, et Albert Speer, ministre favori du Führer. Tous fuient la ville aussi vite que possible. En tout, 2000 nazis abandonnent Berlin et sa population civile.
Hitler pourrait facilement se joindre à eux. Les hauts dignitaires nazis avaient réquisitionné toutes les voitures, tous les avions, tous les trains. Chacun prétendait quitter Berlin pour des raisons militaires, mais en réalité, ils fuyaient. Les hommes et les enfants sommés de combattre jusqu'à la mort font si bien leur travail qu'ils gardent les issues ouvertes pour leurs dirigeants en fuite. Les soviétiques ne ferment l'accès des grands axes conduisant vers le sud et l'est que le 24 avril. Ils ne s'emparent du dernier aéroport que le 27, une semaine après la dernière apparition publique d'Hitler. Et celui-ci possède une voie d'évasion supplémentaire. Sur ses ordres, on a transformé un boulevard du centre de Berlin en piste d'aviation. Le 29 avril, 3 jours avant la chute de la ville, les troupes soviétiques ont la surprise de voir surgir un petit avion à 2 places. L'appareil roule sur la piste à portée de balles de dizaines de soldats ennemis, qui ne font rien pour l'arrêter. Brusquement, cet avion décolle devant leurs yeux. Stupéfaits, ils en oublient de tirer avant qu'il soit trop tard. Plus tard, ces hommes se demanderont s'ils ont laissé Hitler se sauver. Et l'audace de l'entreprise ne fera qu'alimenter la réputation d'invincibilité du dictateur. Une réputation qu'Hitler a commencé à cultiver très tôt. La propagande nazie avait toujours présenté le Führer comme le dieu du peuple allemand, son messie. Ces grands rassemblements sont mis en scène selon un rituel quasi religieux dans des lieux aux allures de temples païens. Il a aussi créé ce qui est aux yeux de beaucoup une machine militaire presque invincible. Le fait même que l'Allemagne, un pays bien plus petit que l'Union soviétique, ait défait l'armée rouge à maintes reprises et ait presque atteint les portes de Moscou, était un exploit stupéfiant. À présent, il semble que cette machine militaire vient d'emporter son redoutable créateur vers la sécurité. Pourtant, en avril 1945, il n'est pas facile pour le criminel le plus célèbre du XXe siècle de trouver un refuge. Où irait-il? Certainement pas vers l'Est. Durant les 3 ans qu'a duré l'invasion de l'URSS, les soldats allemands ont pillé et massacré sans pitié. 25 millions de personnes sont mortes, pour la plupart des civils. Craignant les représailles des soviétiques, des milliers d'Allemands risquent leur vie pour atteindre les lignes américaines. La guerre en Europe de l'Est était une guerre raciale, dont le but était de réduire en esclavage ou d'exterminer. Si Hitler devait fuir, il irait vers l'Ouest. Bientôt, on signale Hitler un peu partout en Europe de l'Ouest. Un pilote nazi déclare l'avoir conduit au Danemark. On dit aussi qu'il vit dans les Alpes déguisé en berger. Ou encore qu'il est croupier dans un casino français. L'une des histoires les plus inquiétantes vient de Suède. Elle raconte qu'Hitler et sa femme, Eva Braun, auraient eu 2 enfants et qu'ils auraient fui pour les rejoindre. La rumeur ravive la peur de voir une nouvelle génération prendre la tête d'une renaissance nazie. Pour beaucoup, c'est la preuve que la soif de destruction d'Hitler vivra à jamais, même sous une autre forme. À l'Ouest, on le voyait comme un être inhumain, le mal incarné. Était-il vraiment possible qu'il soit mort? Puis en juillet 1945, les rumeurs entourant sa mystérieuse disparition enflent jusqu'à devenir une arme de propagande.
Lorsque les Alliés se réunissent à côté de Berlin, Staline affirme que le Führer est encore en vie. Il laisse entendre qu'il a fui au Japon en sous-marin, ou peut-être en Espagne, où gouverne encore le dernier fasciste d'Europe, Francisco Franco. Manifestement, Staline a l'intention d'exploiter la disparition d'Hitler pour ébranler ses ennemis. Staline, à sa manière habituelle, voulait laisser tout le monde dans le doute. Entretenir cette incertitude aussi bien dans son entourage que sur la scène mondiale flattait sa vanité et son sens pervers de l'humour. C'est alors que survient un curieux incident qui semble indiquer que Staline a peut-être raison. Un sous-marin allemand fait surface dans un port étranger. Pas au Japon ni en Espagne, mais dans un pays sud-américain, l'Argentine. L'Argentine avait été le dernier pays d'Amérique latine à entrer en guerre. Elle comptait une très importante communauté allemande immigrée. Le dirigeant argentin Juan Perón ne cache pas son admiration pour le Troisième Reich. Et le pays abrite déjà bon nombre de puissants nazis. Au cours des années suivantes, beaucoup d'autres vont se joindre à eux, notamment le criminel de guerre Adolf Eichmann, organisateur des camps de la mort, et le docteur Joseph Mengele, surnommé à Auschwitz l'ange de la mort. Hitler a-t-il prévu de rejoindre ses lieutenants en Argentine et avec eux de préparer son retour ? Pour qu'Hitler puisse s'échapper de Berlin, comme beaucoup le pensent en 1945, il a besoin d'aide. Son principal allié a toujours été le tempétueux dictateur italien Benito Mussolini. Mais à l'été 1945, ce dernier connaît une fin humiliante. Il est tué par les communistes et pendu par les pieds. Une punition que le monde envisage pour Hitler lui-même. The final degradation. Mussolini and his mistress hanged from the rafters of a gas station as Toracci, one of his hangmen, goes up. There are none to mourn. L'autre allié d'Hitler en Europe, l'Espagnol Francisco Franco, reste accroché au pouvoir. L'Argentine est récemment tombée sous l'emprise des militaires dirigés par Juan Perón. Pourtant, personne ne soupçonne Perón de donner asile à Hitler. Sous la pression intense des Américains, l'Argentine a déclaré la guerre à l'Allemagne en mars 1945. Et 11 000 kilomètres séparent les deux pays. Une trop grande distance pour qu'Hitler puisse la parcourir sans être repéré. Cependant, 2 mois après la fin de la guerre, les feux des projecteurs se braquent sur l'Argentine lorsque 2 sous-marins allemands apparaissent au large de ses côtes. Le premier, le U-530, fait surface le 10 juillet. Le second arrive 5 semaines plus tard. Le bruit se met à courir qu'Hitler s'est servi de l'arme la plus discrète du Reich pour réussir une fuite presque miraculeuse. Cela a provoqué un vif émoi. Pourquoi un sous-marin irait-il en Argentine après la fin de la guerre, à moins d'avoir une raison secrète de le faire? Les Argentins livrent rapidement les hommes d'équipage aux Américains pour interrogatoire. Aux Archives nationales des États-Unis, l'historien Tim Mulligan a étudié les comptes rendus d'interrogatoire. Ils indiquent que le premier sous-marin, le U-530, était déjà en mer lors de la disparition d'Hitler. Le U-530 était en mission depuis mars 1945. Le capitaine a apparemment convaincu l'équipage que la meilleure option était d'aller en Argentine. Mais l'histoire du deuxième sous-marin, le U-977, soulève des questions. Il ne quitte sa base en Norvège que le 2 mai 1945, juste au moment où les soldats soviétiques entrent dans le bunker d'Hitler.
L'Allemagne a envahi la Norvège en 1940 et en mai 1945, ses troupes occupent toujours le pays. Si Hitler est parvenu à fuir Berlin en avion, comme le suggèrent les soviétiques, il a effectivement pu se rendre en Norvège. Là, il a pu monter dans le U-977 avant que celui-ci appareille le 2 mai, avec pour mission de patrouiller dans l'Atlantique Nord. D'autres sous-marins allemands se trouvent également en mer à la fin de la guerre. La plupart se rendent en apprenant la capitulation de l'Allemagne. Mais le U-977, lui, ne réapparaît que 2 mois et demi plus tard. En tout, il est resté 105 jours en mer. Par comparaison, la plus longue patrouille effectuée par un sous-marin américain pendant la guerre n'a duré que 84 jours. La longueur du périple amène beaucoup de gens à penser que le U-977 a fait un détour. Peut-être est-il allé dans le sud de l'Argentine, ou même dans l'Antarctique, pour y déposer le Führer avant de se rendre. Soudain, Hitler est signalé un peu partout en Amérique du Sud. Les informations affluent au quartier général du FBI à Washington et arrivent jusqu'au bureau du directeur, J. Edgar Hoover. Hitler est dans un ranch à 700 km au nord-ouest de Buenos Aires. À Bogota, en Colombie. Chambre 1027, hôtel Continental, Argentine. Les informateurs évoquent l'existence de riches sympathisants nazis et de refuges secrets où se cacherait Hitler. Craignant que le parti nazi puisse se reformer dans les Amériques, les agents du FBI vont consacrer à l'affaire les 10 années suivantes et compiler un dossier de plus de 700 pages. Les hommes d'équipage du U-977 ne leur sont d'aucun secours. Emprisonnés durant des mois, interrogés à maintes reprises sur Hitler, ils affirment qu'il ne s'est jamais trouvé à bord du sous-marin. Il faudrait que tous ces hommes se soient entendus pour ne rien dire. C'est très difficile à croire. La pression s'intensifie sur les Alliés. Ils doivent absolument retrouver Hitler. En Allemagne, la police militaire arrête des milliers de personnes et le cherche même de maison en maison. Cet homme, Heinrich Noll, est arrêté à de nombreuses reprises. Il n'y a aucune trace du Führer. Mais les recherches ont quand même des retombées bénéfiques. Elles permettent de mettre la main sur beaucoup de ses acolytes. Des hommes qui ont fui Berlin alors que les soviétiques se rapprochaient. Le chef de la marine, Karl Dönitz, se rend aux Britanniques, de même que le ministre de l'armement, Albert Speer. Les soldats britanniques capturent aussi Heinrich Himmler, chef des redoutables SS. Quand ce dernier comprend qu'il risque la prison ou pire, il se suicide en avalant du poison. Les Américains débusquent le commandant de l'armée de l'air, Hermann Göring, en Autriche. Ils découvrent également sa collection d'œuvres d'art volées. « 21 nazis, tous étroitement liés à Hitler, sont traduits devant un tribunal international. 18 sont reconnus coupables. 11 sont condamnés à mort par pendaison. The trap was sprung on scaffold number 2 at 1:19, and death came at 1:33. Plus repentant que les autres, Albert Speer est condamné à 20 ans de prison. Juste avant son exécution, Göring avale du poison. On le retrouve mort dans sa cellule. Dans toute l'Europe, les nazis et leurs collaborateurs subissent de sanglantes représailles. Mais où est passé le pire d'entre eux, le cerveau responsable du ravage de tout un continent? Il ne peut y avoir que 2 explications.
Soit Hitler est mort et son corps a été détruit, soit des personnages très puissants l'ont soustrait à la potence. À l'automne 1945, on n'a toujours pas retrouvé Hitler. Et Staline commence à s'inquiéter de savoir que son pire ennemi est apparemment toujours en liberté. Pour améliorer son image et la cause communiste, il exaspère ses alliés de guerre en suggérant que ceux-ci abritent Hitler. Staline a fait tout ce qu'il pouvait pour associer les Alliés à Hitler. Ce qu'il cherchait à faire, c'était insinuer que les Occidentaux, en tant que capitalistes, étaient des partisans secrets des nazis. Les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union soviétique se refroidissent rapidement. Puis les soviétiques lancent leur accusation la plus choquante. Un journal soviétique annonce qu'Hitler vit dans un confortable château allemand situé en zone britannique. Le gouvernement anglais est furieux. Cela a été pris comme un affront personnel à Londres. C'était une accusation que les Britanniques considéraient comme criminelle. Les autorités britanniques ordonnent une enquête sur la mystérieuse disparition du Führer. Mais Staline refuse son aide. Il interdit aux enquêteurs d'interroger les gardes d'Hitler emprisonnés à Moscou. Les dignitaires nazis capturés par l'Ouest n'ont pu dire avec précision ce qu'il est devenu. Göring avait déclaré à la presse l'avoir vu pour la dernière fois à Berlin, vivant. Les prisonniers nazis peuvent cependant répondre à une question essentielle. Dans quel état d'esprit se trouvait-il? Il avait le moyen de fuir, il en avait l'occasion. En avait-il la volonté? Les témoins déclarent l'avoir vu le 20 avril, jour de son anniversaire, et l'avoir exhorté à fuir. Réponse d'Hitler: pas question. À la fin de la guerre, Hitler est bien différent du sauveur tout-puissant qu'il prétend être. Il titube et son bras tremble violemment. À ce moment-là, il allait très mal. Il était voûté et on lui donnait, d'après la plupart des témoins, au moins 20 ans de plus que son âge. S'il a effectivement décidé de quitter Berlin, il est sans doute trop malade pour aller bien loin. Puis en décembre 1945, une arrestation offre aux enquêteurs britanniques une autre pièce du puzzle. Arthur Axmann dirigeait les jeunesses hitlériennes, des adolescents enrôlés dans la cause nazie. Il déclare qu'il se trouvait dans le bunker le 30 avril et qu'il y a vu Hitler mort. Il semble donc que la nouvelle annoncée il y a 7 mois était vraie. Hitler est bien mort à Berlin. Mais alors, pourquoi les soviétiques affirment qu'il s'est échappé? Peut-être sont-ils déroutés parce qu'ils n'ont pas retrouvé son corps. Ou peut-être mentent-ils. Ni Eisenhower, ni les dirigeants militaires britanniques n'ont beaucoup insisté auprès des soviétiques sur ce point. Et à mon sens, c'était une erreur. L'accusation de Staline selon laquelle l'Ouest a recueilli Hitler et d'autres fugitifs nazis va persister des dizaines d'années après la guerre. Dans la confusion qui régnait à la fin de la guerre, où l'on pouvait changer de nom et se fabriquer de faux papiers, beaucoup de nazis sont parvenus à fuir. Mais les faux papiers ne sont pas toujours nécessaires. Les services secrets américains aident ainsi le boucher de Lyon, Klaus Barbie, à échapper à la justice durant de longues années. Et cela, malgré son rôle dans la déportation de milliers de juifs, dont des enfants, à Auschwitz.
Les puissances occidentales iraient-elles jusqu'à protéger Hitler? En 1945, les Britanniques s'efforcent de prouver que non. Mais si Hitler est mort, où se trouve son corps? Pendant les 2 mois qui suivent la fin de la guerre, l'armée rouge contrôle Berlin très étroitement. C'est seulement en juillet que les soldats occidentaux peuvent examiner le bunker pour la première fois. Ces photos, les premières à être prises par un Américain, montrent le jardin au-dessus du bunker. Si Hitler est mort ici, comme le disent les témoins, ses restes devraient se trouver à proximité. Mais quand les enquêteurs essaient de se mettre à leur recherche, l'armée rouge s'y oppose. Manifestement, les soviétiques ont quelque chose à cacher. Mais que gagne Staline à garder le sort d'Hitler secret? Staline se méfiait de tout le monde autour de lui. Sa plus grande peur est de voir le héros de la guerre, le général Yukov, devenir assez puissant pour le destituer. Il ne voulait pas que les militaires bénéficient du prestige d'annoncer au monde qu'ils avaient découvert qu'Hitler était mort, qu'il l'avait, de fait, détruit. Staline a une autre crainte, la capacité d'Hitler à frapper même depuis l'au-delà. S'il disparaît à jamais, il n'aura pas de tombe susceptible de servir de lieu de ralliement à ses partisans. Staline s'investit tellement dans le mythe de la fuite qu'il meurt sans jamais avoir admis la vérité. Je pense qu'il s'est convaincu qu'Hitler était toujours vivant. Après la mort de Staline, les informations commencent à filtrer lentement. Dans les années 50, les soviétiques libèrent Rochus Mich et les autres assistants d'Hitler qui peuvent enfin raconter leur histoire. Mais Staline a si bien brouillé les pistes qu'il faut attendre l'effondrement du bloc de l'Est pour que les soviétiques ouvrent leurs archives et que des témoins se présentent pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Fin avril 1945, alors que les soviétiques encerclent Berlin, Hitler n'a que 2 solutions, fuir ou tomber entre les mains de son pire ennemi, Joseph Staline. S'il se rendait, il subirait une fin atroce aux mains des soviétiques. Pour capturer son ennemi juré, Staline envoie ses soldats les plus loyaux. Un détachement du Smersh, le contre-espionnage soviétique. C'était l'une des opérations les plus secrètes jamais montées par les soviétiques. Les hommes du Smersh avaient été menacés de mort s'ils parlaient à quiconque de ce qu'ils allaient trouver. Le 2 mai, les agents du Smersh entrent dans le jardin surmontant le bunker, à présent jonché de cadavres. Ils identifient aisément les restes calcinés du ministre de la propagande, Joseph Goebbels, grâce à son profil caractéristique. À l'intérieur du bunker, ils font une découverte horrifiante. Les corps des 6 enfants Goebbels. Ils se sont réfugiés dans le bunker pour échapper au bombardement sans savoir qu'ils allaient y mourir, empoisonnés par leur propre mère. Mais les soviétiques ne trouvent aucune trace d'Hitler. Ce n'est qu'après avoir capturé et interrogé ses gardes qu'ils apprennent où chercher. Le 5 mai, au 3e jour des recherches, un soldat repère un morceau de couverture calcinée dans un trou d'obus. Dessous, il découvre un corps brûlé au point d'en être méconnaissable. Une seule façon de savoir si c'est vraiment Hitler, les dents. Les officiers du Smersh fouillent tout Berlin à la recherche du dentiste d'Hitler. Par une chance incroyable, presque miraculeuse, ils ont retrouvé l'assistante de son dentiste.
L'assistante fait de mémoire ce croquis des dents d'Hitler. Elle concorde. Le corps serait bien celui du Führer. « 60 ans plus tard, quand les Soviétiques ouvrent enfin leurs archives, le monde est stupéfait de découvrir qu'ils possèdent toujours les dents. Sont-elles vraiment celles d'Hitler ? Le biologiste médico-légal allemand Mark Benecke est le premier chercheur étranger à les étudier de près. C'est la pire dentition que j'ai jamais vue. Les dents ont été manipulées par tant de personnes que les tests d'ADN ne seraient pas concluants. Mais Benecke a un moyen de vérifier si elles appartenaient vraiment à Hitler. Il possède des radios du crâne du Führer faites en 1944, un an avant sa mort. Ici, en haut, on note une chose très intéressante. Il y a un endroit clair, alors que tout le reste est très dense. Il est très probable qu'il s'agisse des soins dentaires qu'on voit ici. Si les dents sont celles d'Hitler, elles devaient lui faire terriblement mal. Au moment de sa mort, son dentiste les avait presque toutes remplacées par des bridges en or. Les seules dents dont on soit sûr à 100%, ce sont les 4 dents du devant, en bas. Hitler est allé voir le dentiste en lui disant « Je ne pourrai plus venir pendant 10 ou 20 ans. Faites-moi quelque chose qui dure toujours. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il en a même trop fait, selon moi. Mais le métal permet facilement l'identification. Sur les radios, il apparaît sous la forme d'ombres blanches. On voit un énorme bridge en métal en forme de U. Et il correspond exactement à ce qu'on a ici. Ce sont sans aucun doute les dents d'Hitler. C'est sûr à 100%. Les dents sont la preuve qu'Adolf Hitler est bien mort. Elles ne sont qu'une partie des éléments que les Soviétiques ont tenus cachés pendant des dizaines d'années. En 1946, quand le KGB réexamine la tombe d'Hitler, il fait une découverte extraordinaire. Un fragment de crâne. Les Soviétiques l'ont conservé aussi. Il permet de faire la lumière sur une autre énigme, la façon dont Hitler est mort. À l'autopsie, les médecins soviétiques ont trouvé du verre dans la bouche d'Hitler, montrant qu'il avait mordu dans une capsule de cyanure. Mais le crâne présente un trou qui, pour Benecke, est le signe d'un suicide par balle. Cela pourrait très bien être le point de sortie et non le point d'entrée. La partie du crâne qui se trouve dans les archives nationales provient de l'arrière, à gauche. La balle devait venir d'en bas, légèrement sur le côté. Ces éléments et le témoignage des anciens gardes d'Hitler nous rapprochent plus près que jamais de la solution de l'énigme. Son téléphoniste, le SS Rochus Mich, est le seul témoin vivant de ce qui s'est passé ce jour-là. Dans l'après-midi du 30 avril 1945, Hitler et Eva Braun restent seuls avec 2 pistolets chargés et des ampoules de poison. Nous étions tous silencieux. Tout le monde écoutait. Et puis quelqu'un a dit « Je pense que le moment est venu ». Une fois la porte ouverte, j'ai vu Hitler et Eva. Elle était allongée sur le canapé. Cette image est restée gravée dans ma mémoire. Eva Braun a avalé du poison. Quant à Hitler, beaucoup pensent qu'il s'est tiré une balle, mais ni Mich ni les autres témoins n'examinent le corps. A-t-il également pris du cyanure, comme l'affirment les Soviétiques? Il était terrifié à l'idée d'être capturé par les Soviétiques. Ne voulant prendre aucun risque, il a décidé de faire les deux à la fois, se tirer une balle et avaler du poison. Le poison ne le tue peut-être pas instantanément. Le cyanure tue en se fixant sur les cellules du sang qui transportent l'oxygène à travers le corps. Vous continuez de respirer très profondément, mais cela ne sert plus à rien.
Hitler a peut-être encore le temps de prendre son pistolet et de tirer. Il n'a donc jamais tenté de quitter Berlin, mais a poursuivi son œuvre de destruction jusqu'à entraîner dans sa perte tout ce qu'il prétendait cher à son cœur, même l'Allemagne. Il était convaincu que l'Allemagne devait mourir avec lui. Il était son incarnation, il allait se suicider, l'Allemagne devait mourir aussi. Même ses derniers ordres appellent à la destruction, celle de son propre corps. Ses gardes aujourd'hui décédés ont décrit la scène. Il transporte son corps dans le jardin au-dessus du bunker et verse dessus 200 litres d'essence. Ils ont pour mission de le brûler totalement afin que Staline ne puisse jamais l'exhiber. Mais les combats font rage juste à côté et ils sont contraints d'aller se mettre à l'abri avant d'avoir accompli leur tâche. Depuis le jardin du bunker, le corps entame une longue et curieuse odyssée. Sergueï Kondratchev, ancien agent du KGB, ne s'est fait connaître que récemment pour expliquer pourquoi il a aidé à dissimuler la vérité pendant 50 ans. À l'époque, il y avait des gens qui voulaient absolument récupérer le corps et peut-être ériger un mausolée. Staline pourrait faire disparaître à jamais son plus grand ennemi, mais il s'abstient et demande à ses hommes de garder le corps. Ils ne savaient pas quoi faire. On n'avait jamais parlé de la découverte du corps, il fallait donc que cela reste secret. En même temps, ils pouvaient avoir envie de montrer au reste du monde qu'ils l'avaient. L'armée rouge cache le corps dans une caisse de munitions et l'enterre. Mais ils ont peur que quelqu'un le découvre. C'est le début d'un jeu de cache-cache morbide. Quand les soldats sont transférés ailleurs, ils déterrent les restes et les emportent avec eux. Le corps est ainsi exhumé et réenterré 8 fois. C'est en 1970 seulement qu'il disparaît pour de bon quand les soviétiques abandonnent cette caserne à Magdebourg en Allemagne où il est enfoui. Moscou ordonne à Sergueï Kondratchev, chef du KGB à Berlin-Est, de déterrer Hitler pour la dernière fois. La caisse a été exhumée, réduite en cendres et jetée dans les égouts. De là, une rivière est-allemande transporte les cendres jusqu'à la mer. Le bunker berlinois d'Hitler a également disparu. Dynamité par les soviétiques en 1947, c'est aujourd'hui un parking situé à un jet de pierre du mémorial de l'Holocauste. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous acceptons le fait qu'Hitler soit mort à Berlin en 1945. Autrefois, la peur qu'il inspirait était telle que l'idée qu'il ait pu se sauver a terrifié des millions de gens. Aujourd'hui, en un sens, il vit encore. Il est un messie pour certains groupes d'extrême droite et il hante les cauchemars du reste du monde. Le monde n'a jamais vraiment eu sa revanche. S'il était resté vivant, il y aurait toujours eu la possibilité de lui rendre la monnaie de sa pièce. La facilité avec laquelle on a cru à la fuite d'Hitler témoigne non pas de la possibilité que cela ait pu arriver, mais de l'ampleur écrasante de ses crimes.